Alors dans cette vidéo, je voudrais faire une petite mise au point sur la différence qui oppose sempiternellement les marxiens aux marxistes. Vous savez que le marxisme a toujours été porté par le mouvement ouvrier, par un certain nombre de militants révolutionnaires se sont toujours réclamés de Marx, et constamment, vous rencontrez des gens pour vous dire vous n'avez pas respecté à la lettre le texte de Marx, il faut revenir à Marx, et le marxisme, comme disait Michel Henry, n'est que l'ensemble des contresens faits sur Marx. D'ailleurs, ça n'a pas empêché quelqu'un comme Michel Henry de dire que Marx était le premier penseur chrétien d'Occident. Bon, j'allais dire à la rigueur, ça le regarde. Mais le gros problème de cette opposition des marxiens aux marxistes, si c'est pour nier, euh, si c'est pour sous-estimer l'activité pratique, les problèmes pratiques que rencontrent les militants et les gens qui sont aux prises avec la construction du socialisme, hein, parce que ça a été ça souvent euh, ce qui était remis en cause. Il faut comprendre aussi que les gens qui étaient aux prises avec le réel se sont posés des questions, de toute façon, que Marx et Engels ne pouvaient pas se poser. Donc il faut revaloriser ce que Domenico Losurdo appelle très justement le processus d'apprentissage du marxisme. Et donc de ce point de vue-là, le marxisme est toujours justifié par rapport à Marx, parce que le marxisme n'est pas une doctrine qu'il faut plaquer sur le réel, mais l'étude concrète de l'objet concret, hein. Ça, c'est ce à quoi Marx aspire dès ses textes de jeunesse. Et donc l'objet concret l'étude concrète de l'objet concret doit forcément passer par une pratique militante. Donc je n'ai jamais bien compris cette justification, euh, ce besoin de discréditer carrément le marxisme. Alors effectivement, le retour au texte de Marx est tout à fait nécessaire. Il n'y a pas de marxisme effectivement sans étude du marxisme, hein. Et je vous rappelle qu'effectivement le slogan de Lénine le plus important, c'est étudier, 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 donc qui contraste effectivement singulièrement avec la devise des fascistes qui était croire, obéir, combattre. Là, on est carrément dans le capitalisme obscurantiste le plus exacerbé. Mais effectivement, bon, bah, tout militant se doit de pratiquer une étude des textes de Marx, ou et même de Lénine, hein, pourquoi pas, euh, mais comme, de toute façon comme autocorrection de sa propre pratique. Mais il ne faut pas imaginer qu'il y a un marxisme doctrinal qui pourrait s'appliquer à toutes les époques, et qu'il suffirait de retrouver dans les textes, parce que là on se heurterait à un problème d'analyse. Il ne faut pas faire l'économie de l'analyse. De ce point de vue-là, c'est une démarche qui ressemble beaucoup à la démarche philosophique et scientifique, même si les deux, le scientifique et le philosophique dans le marxisme tentent à fusionner. Euh, vous le voyez bien dans les dialogues de Socrate, les dialogues écrits par Platon. Il n'y a pas d'activité philosophique autre que la doxa se corrigeant elle-même. C'est pas, vous avez un sophiste sur le forum, enfin sur l'agora, et Socrate se ramène avec une idée toute faite, un dogme tout fait. Au contraire, il part des problématiques de son interlocuteur, et il l'aide dialectiquement. C'est bien pour ça finalement que la dialectique est à l'œuvre. Il l'aide à, disons, autocorriger sa propre perception. Donc il en va de même justement de l'activité des marxistes. Euh, mais alors simplement, peut-être pour réconcilier effectivement marxiens et marxistes, enfin plutôt ces marxiens qui ne se posent pas de problèmes concrets aujourd'hui, et ces marxistes qui souvent négligent un peu les questions théoriques, je crois il faut avancer la manière la plus méthodique possible, et donc effectivement comprendre ce qui parfois entrave, entrave un véritable raisonnement marxiste euh, sur le monde, et une manière marxiste d'appréhender la réalité. Depuis, disons, un siècle de marxisme, hein, puisque bon, Octobre 17 voit l'apparition de régimes se réclamant du marxisme, et on peut faire un certain bilan, parce que c'est pas un certain nombre, disons, de déviations théoriques ne tombent pas du ciel, il n'y en a pas une infinité. On peut les modéliser. Et c'est pour ça que je voulais parler de ce petit livre, petit par la taille, mais grand par l'importance, de Berthold Ollmann, qui s'appelle La dialectique mise en œuvre, un livre sur lequel je reviendrai bientôt pour son contenu propre.
Mais ce qui est intéressant, je trouve, dès l'abord de cet ouvrage, dont les principaux mérites sont effectivement de revaloriser la dialectique au cœur du Capital, mais c'est bien sûr pas le seul à le faire, et surtout de ne pas opposer arbitrairement Engels à Marx. Mais je trouve ce qui est intéressant, c'est que dès l'emblée, donc dans ce livre, euh, Berthold Ollmann explique dans son introduction générale un certain nombre de déviations possibles, de déformations possibles du marxisme. Et il en voit quatre principales, et c'est ça qui est intéressant, c'est que justement il est réduit à quatre, ce qui permet en plus de comprendre quels sont les risques qui pèsent et ce qu'il nous faut constamment autocorriger. Hein. Parce que je ne pense pas qu'on soit particulièrement, qu'on naisse directement dans une pratique marxiste totalement adéquate. Alors le premier, il appelle ça le révisionnisme. Alors le révisionnisme, effectivement, ça a trait à l'époque de Bernstein, qui a été le premier révisionniste dans le marxisme. Mais ce dont il parle, c'est la plupart des traits critiques ont porté sur l'importance excessive prétendument accordée par Marx au processus économique, de même que sur ses prédictions erronées. Donc ce qu'il veut entendre par là, c'est plutôt, c'est pas que Bernstein, c'est le contexte, parce que Bernstein était néo-kantien, mais il veut aussi parler du fait que dès la mort de Marx, à l'époque d'Engels, au moment de la Deuxième Internationale, la façon dont les marxistes recevaient les textes de Marx, ils acceptaient bien les conclusions du capital, l'extorsion de la plus-value, la baisse tendancielle du taux de profit. Ce qu'ils avaient du mal à admettre, c'est qu'il y ait eu une philosophie marxiste, une philosophie matérialiste dialectique précisément. Et donc la plupart du temps, ils interprétaient Marx avec leur propre philosophie, qui était soit le néokantisme pour Bernstein, donc c'est bien pour ça qu'il a dit le but n'est rien, le mouvement est tout, parce qu'on ne se pose pas, on se pose des questions que sur le phénomène, mais pas sur la chose en soi. On refuse, on met une sorte de barrière incommensurable, alors que vous savez que Engels a dit par la connaissance, les choses en soi deviennent des choses pour nous. Donc effectivement, on peut déterminer un certain nombre de lois tendancielles du capitalisme. Et Bernstein, au contraire, recule cet obstacle. Et ça, c'est une façon, disons, de recevoir certains apports de Marx, mais de les limiter par une philosophie qui n'est pas adéquate. La plupart du temps, la philosophie dominante, qui a dominé tout le 19e siècle, et qui accuse justement son côté 19e siècle, c'est le positivisme. Alors, le positivisme est un certain mécanisme. Mécanisme, bien sûr, qui remonte à Descartes et Hobbes, hein, mais qui est quelque chose de mal digéré, au sens c'est une pensée antidialectique. Donc tous les contresens que vous voyez, qui sont la plupart du temps relayés par les adversaires de la théorie marxiste, consistent à dire que le marxisme a été une théorie empreinte d'un déterminisme économique, un déterminisme absolu, ce qui est un contresens pour une pensée totalement dialectique, consciente de la totalité de l'ensemble des processus, du fait que même que ces processus sont des complexes de complexes, essentiellement des rapports et par des choses. Donc c'est une aberration d'un point de vue strictement dialectique, mais ça continue à cette espèce de marxisme comme réductionnisme économisant et mécaniste, et était propre en fait à la pensée positiviste du 19e siècle, et elle a marqué beaucoup un certain nombre de marxistes à l'époque, mais elle marque surtout encore aujourd'hui, surtout la plupart des critiques du marxisme, le peu qu'ils savent de Marx, ils le réduisent à cela. Vous savez, c'est un petit peu comme la blague, je ne sais plus il y a combien sur les 4 juifs, alors pour Moïse tout est loi, pour Jésus tout est amour, pour Marx tout est, non 5, ils sont 5, pour Marx tout est vente, pour Freud tout est sexe, et pour Einstein, tout est relatif. Là. Donc Marx, ce serait tout est ventre. Voilà. Bon, la blague est amusante, mais tout ce qu'elle montre, c'est effectivement ce à quoi on a voulu réduire Marx, c'est-à-dire à ses propres boutades. Hein. Quand il vous dit donnez-moi le mot avant, je vous donnerai le Moyen Âge, c'est vraiment absurde parce que ça va complètement à l'encontre de tout ce qui est le grand apport de Marx, qui est effectivement l'analyse dialectique du mode de production capitaliste dans son ensemble. Donc voilà, ça c'est une première déviation possible, donc il faut toujours se méfier. Et j'allais dire, l'antidote, c'est effectivement une bonne dose de dialectique. La deuxième, alors Berthold Ollmann a raison de le pointer, il appelle ça l'officialisation.
l'officialisation ou l'adoption du marxisme comme doctrine officielle dès 1917 par divers pays sous-développés, avec pour résultat le glissement de la signification du marxisme, de l'analyse et de la critique du capitalisme à une rationalisation et une idéologie organisatrice d'un État socialiste. Alors, effectivement, ça c'était une sorte de défaut presque inverse des pays socialistes qui se sont revendiqués de Marx. C'était au lieu de... euh, alors au contraire, disons, dans la Seconde Internationale, dans la manière dont Marx a été reçu dans ses partis ouvriers, notamment le SPD en Allemagne, on y est la philosophie marxiste. Au contraire, à partir du moment où on a officialisé la philosophie marxiste, on l'appliquait de manière euh, en pensant qu'il s'agissait simplement d'en formuler un certain nombre de lois. Ou plutôt on pensait qu'après ces lois, il suffisait de les appliquer. Euh, Bien sûr que Engels parle de lois de la dialectique dans l'anti-Düring, hein, les fameuses 3 lois de la dialectique, on verra ça dans une autre vidéo, et ça a été repris effectivement par une certaine vulgarisation. Mais il faut toujours se rappeler que c'est une dialectique matérialiste, c'est pas la dialectique hegelienne, ce n'est pas nous qui plaquons un système fermé et clos, comme d'ailleurs Marx le reproche dans une lettre à Lassalle, sur le réel. C'est le réel qui nous oblige à penser dialectiquement. Donc d'une certaine manière, le fait même que dans la vulgarisation soviétique du marxisme, qui n'est pas sans mérite, hein, parce que ça a fait connaître le marxisme dans le monde entier. Enfin, il fallait déjà passer par ces stades, parce que moi je ne crois pas du tout, comme je vous l'ai dit, qu'on saute à pieds joints directement dans le marxisme. Pour que le marxisme passe du cerveau de 2 personnes, mais si 2 personnes sont elles-mêmes, disons, le produit de l'évolution du mouvement ouvrier, et puis mais bon, pour que grosso modo on passe de 2 personnes aux 2 milliards que représentait le camp socialiste à un moment donné, et à tous les autres milliards qui sont influencés par ce processus, et il est évident qu'on a tout un long processus d'apprentissage. Voilà encore un terme que j'aime bien, que je reprends à Losurdo. C'était normal d'en passer par là. Ce sont des crises de croissance. Bon, mais effectivement, dans cette espèce de conception de la dialectique comme plaquage de lois conçues de manière positiviste, non pas de manière tendancielle, parce que la baisse tendancielle de profit chez Marx, effectivement, n'est pas une loi. Enfin, elle joue toujours, comme la pesanteur joue toujours, mais par exemple, un avion peut effectivement quitter le sol. C'est pas pour ça que la pesanteur ne joue pas, mais c'est une tendance inhérente. Il faut les comprendre précisément dans un ensemble de forces. Donc, et effectivement, ce qui était assez bizarre, c'est que effectivement, ce marxisme soviétique, justement dans la version qu'en a donnée Staline, rejetait la négation de la négation. Euh, Pourquoi? Parce qu'il avait peur effectivement pour son propre régime, on peut le comprendre d'ailleurs, c'était un régime encerclé de toutes parts, hein, qui a eu comme principal mérite de détruire le fascisme, hein, c'est quand même pas rien. Mais effectivement, il avait un petit peu l'impression, de manière un petit peu presque comment dire, par superstition, que le fait d'évoquer la négation de la négation, vous savez que chez Marx, la négation de la négation est liée dans le Capital à l'expropriation des expropriateurs. Bon, et effectivement, Staline avait peur que l'on pût comprendre aussi que son régime était transitoire, ce qu'il était de toute façon, évidemment, quoi qu'on en pense, hein. Donc effectivement, au bout d'un moment, il portusait en lui-même ses propres contradictions. On est dialecticien jusqu'au bout. La dialectique est naturellement critique et révolutionnaire. Alors ça ne veut absolument pas dire que tel changement qualitatif, tel saut qualitatif doit se faire de telle manière. Simplement, c'est toujours une possibilité du réel. Le réel contient en lui la possibilité d'un changement qualitatif brusque, d'une négation de la négation. Et donc de ce point de vue-là, vous ne pouvez pas prévoir exactement quand ça arrive, mais c'est une donnée du réel. Donc voilà ce qui était un peu le danger inverse. Là, autant pour le premier, pour le révisionniste, on ne voyait pas Hegel dans Marx. Pour cette deuxième officialisation, le gros problème, c'était plutôt de ne pas voir Marx à la place de Hegel, c'est-à-dire à quel point Marx avait changé la méthode hegelienne. On ne plaque pas la dialectique sur le réel, c'est le réel qui nous oblige à penser dialectiquement. La troisième que cite Berthold Ollmann, c'est le sectarisme. Alors il met en Occident en particulier le sectarisme pour lequel le mot et la citation ont souvent été substitués aux arguments de Marx et à sa façon de penser. Alors en Occident en particulier, oui, ça, je pense Berthold Ollmann doit penser à sans doute sa jeunesse sur les campus américains, jeunesse gauchiste, où effectivement le marxisme devait être à la mode, hein, j'imagine. Mais effectivement, la différence entre une mode et quelque chose qu'on apprend de manière sérieuse.
ça favorisait effectivement ce recours à la citation euh, comme argument d'autorité, et ce qui va complètement à l'encontre de la méthode même de Marx, qui est Lénine aurait dit étude concrète de la situation concrète, mais Marx parle de la logique concrète de l'objet concret, c'est-à-dire qu'il faut que c'est une méthode pour appréhender la méthode propre de l'objet. Notamment, Marx en a donné la logique même du capital, par exemple, puisque ça a été son objet d'étude principal. Donc, il ne s'agit pas, c'est totalement anti-marxiste, de vouloir chercher une citation de Marx pour résoudre tel ou tel problème. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il est important de raisonner en marxiste. C'est ce que Lukács a essayé de faire, notamment par exemple avec les théories de Marx et Engels sur la littérature. Il y a peu de remarques finalement d'Engels et de Marx sur la littérature, sauf leur goût pour Balzac, leur rejet de Gensu. Voilà, je passe un peu vite. Mais il s'agissait de véritablement déterminer en fait comment est-ce que Marx et Engels auraient réagi à l'instant T par rapport à un certain nombre de doctrines littéraires, en tenant compte effectivement des grands apports du marxisme sur l'aliénation, et c'est pour ça que Lukács va aller vers une théorie de l'œuvre d'art comme expression de l'humanité tout entière. C'est-à-dire qu'il ne va pas, pour lui ce qui est important, c'est que l'œuvre d'art exprime par la particularité d'un individu une expérience globale, une expérience concrète de libération de l'homme total. Donc pour cela, il fallait, disons, comprendre bien sûr le marxisme, y compris dans son refus de l'aliénation, de la réification, et, euh, et surtout pas, parce qu'effectivement, ne surtout pas prendre Marx comme une sorte de code de la route, ça c'est vraiment un énorme travers. Alors l'autre, et là Holman a aussi raison de pointer cela, et plus récemment une sorte d'éclectisme délirant, un marxiste des années de vache grasse, dépouillé de sa classe ouvrière, dans lesquelles les idées de Marx ont été mariées à une série de prétendants mal assortis en provenance de l'université bourgeoise, pour produire autant de rejetons liés par des traits d'union. Ah oui, vous imaginez ce qu'on appelle Frodo-marxisme, Nietzsche-marxisme, Heideggerio-marxisme, enfin, Nietzsche de gauche, Heidegger de gauche. Il s'agit toujours, dans ces cas-là, de nier le fait qu'il existe bel et bien une philosophie marxiste. Et une philosophie marxiste de portée ontologique, je précise bien, et pas seulement du philosophique dans Marx, comme on a pu l'entendre, notamment par Lucien Sèvres, qui a un petit peu reculé sur les questions de la philosophie marxiste, parce qu'il avait écrit une introduction à la philosophie marxiste pour après présenter un recueil de textes de Marx en disant qu'il y a simplement du philosophique chez Marx. Le problème, c'est que, évidemment, que on peut exciper du fait qu'il y a un certain nombre euh, le rapport de Marx à la philosophie est conflictuel. Le terme est constamment subverti, l'analyse même de la philosophie est subvertie, ça n'a pas le même sens qu'auparavant. Néanmoins, le marxisme prétend notamment, si vous parlez de dialectique de la nature, euh, qui n'est pas le fin mot de la dialectique, hein, parce qu'il y a une dialectique aussi du processus de connaissance, une dialectique de l'histoire qui vient de se greffer par-dessus, et tout n'est pas soumis à la dialectique de la nature. Mais le marxisme prétend aussi dire l'ontologie, s'en approcher de manière asymptotique. Et si on laisse l'ontologie, notamment aux heideggeriens, qui en font une vision, enfin qui en ont une vision pour le moins mystique, ou au contraire à cette espèce de théologie négative qui est celle des néopositivistes logiques, je vous rappelle que pour Carnap ou Russell, la question de la réalité extérieure n'a aucun sens. Ce qui importe, c'est simplement une logique des propositions. C'est pour ça que Russell dit que son but, c'est d'arriver non pas à un atomisme ontologique, mais à un atomisme logique. Ça, c'est la philosophie du monde anglo-saxon. Bon, ces gens-là reculent devant la question de l'ontologie, mais laissent au contraire, justement, cette ontologie envahie par, là, tous les irrationalismes à la mode. S'ils ne luttent pas sur la question de ce que Engels appelait l'étude de la nature sans addition étrangère, parce que c'est ça quand même le caractère absolument matérialiste du marxisme, si on ne lutte pas pour affirmer cela, on laisse faire d'autres philosophies. La philosophie, c'est un petit peu, en ce sens, c'est un petit peu comme la politique. Si vous ne faites pas de philosophie, la philosophie s'occupe de vous. Si vous ne faites pas de politique, la politique s'occupe de vous. Donc voilà quelle était une quatrième tendance. Et j'allais dire que c'est un petit peu celle qui est le plus dominant aujourd'hui. Parce que moi, je veux bien qu'on passe notre temps
à rappeler la nécessité de relire Hegel, de se réintéresser à la dialectique, mais ça c'est par rapport au débat qu'il y a eu, disons, dans la Seconde Internationale et début du XXe siècle. Je veux bien qu'on lutte contre une certaine dogmatisation de lois de la dialectique mal comprises, plaquées sur le réel, par rapport à un certain dogmatisme qui a marqué en fait, disons, les pays socialistes. Mais aujourd'hui, ce qu'on vit, ce qui est l'ennemi, à mon avis, principal, c'est l'éclectisme. Et je vous rappelle qu'il n'y a pas de position philosophique viable qui ne rejette d'une part le dogmatisme, d'autre part le scepticisme. Le scepticisme n'est pas une solution philosophique. Ne pas s'engager sur les problèmes, ne pas tenter de les résoudre, ce n'est pas une option philosophique. Euh, Platon, lorsqu'il arrive en Grèce, essaie de résoudre d'un côté Héraclite, tout bouge, de l'autre côté Parménide, il n'y a que, au contraire, rien ne bouge, il n'y a que l'idée même, le concept, il essaye d'en faire une sorte de synthèse qui va être l'idée platonicienne, il y a le sensible, qui est, il essaye de trouver en tout cas un compromis. Pareil pour Kant, entre le rationalisme cartésien et le scepticisme humien de Hume, il va essayer de trouver sa propre synthèse. Donc il en va de même du marxisme aujourd'hui. Refuser un certain dogmatisme et refuser en même temps un certain scepticisme. Il existe bien une philosophie marxiste et qui doit donc effectivement trouver sa voie. Merci.